Ouais. Vous faites bonjour Lionel et bonjour Philippe, hein. On va reprendre, si vous voulez bien. Donc, on a cet après-midi une session plus clinique sur la prise en charge thérapeutique avec les traitements des faibles risques, le traitement des hauts risques, les associations avec les maladies auto-immunes, la greffe et puis les thérapeutiques innovantes. Et on va commencer par une présentation qui va être faite par Sophie Park de Grenoble, qui malheureusement ne pouvait pas être là avec nous cet après-midi. Donc, elle est en distanciel sur le traitement des SMD de faible risque. Sophie, je te laisse la parole. Merci Lionel. Alors, je voulais m'assurer déjà que vous m'entendez tous bien. On t'entend. C'est bon? Ok, très bien. Bon, alors je vais vous faire une overview sur le traitement des SMD de bas risque et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions à la fin du topo. Donc, comme vous savez, pour les SMD, on a des objectifs différents quand c'est du bas risque versus du haut risque. Le bas risque ayant pour objectif d'améliorer plutôt la qualité de vie et le haut risque de ralentir l'évolution vers le leucémie aiguë. Alors, comme vous savez, il y a peu de molécules qui ont l'AMM et l'autorisation dans les MDS. Quand vous voyez, on va dire, la frise chronologique là, sur ces 20 dernières années, il y a quasiment que 3 à 4 molécules qui ont l'autorisation. Et globalement, vous voyez que le PO est arrivé assez tardivement par rapport à l'azacitidine, le déferazirox. Mais jusqu'à maintenant, en France, on utilisait le PO sous forme d'ATU ou de RTU. Et puis, c'est seulement en 2017-18 que nous avons obtenu l'AMM dans les myodysplasies de bas risque. Globalement, et c'est paradoxal, puisque l'anémie, c'est quand même le symptôme le plus fréquent dans les myodysplasies de bas risque, plus de 80% des cas, et puis que ça impacte tout ce que vous savez chez le patient âgé, la fatigue, dyspnée, qualité de vie, hospitalisation plus fréquente, avec même un degré de surmortalité. Et jusqu'à maintenant, le traitement avant les EPO et les agents stimulants érythropoïètes, c'était les transfusions. C'est pour ça qu'on appelle anémie réfractaire aux transfusions. Que finalement, en fait, ça a un effet transitoire sur la fatigue. On a des pics d'augmentation d'hémoglobine et puis ensuite, après, ça rebaisse. Donc, en termes de qualité de vie et puis d'organisationnel au niveau des hôpitaux, c'est assez contraignant. Après, les effets, on va dire, à plus long terme, c'est en termes de survie, les patients transfusion dépendants vont moins bien que les patients transfusion indépendants. Alors, les causes sont variées. Probablement, il y a peut-être un surrisque d'infection, transformation en LAM, hémochromatose et cardiovasculaire. Et après, sur le plan plus scientifique et physiopathologique, il semblerait que les poches de transfusion peuvent induire des lésions qu'on appelle des lésions de storage, de stockage, avec un aspect d'apport de cytokines pro-inflammatoires. On a également des vésicules extracellulaires à l'intérieur des poches de transfusion qui pourraient jouer via leur contenu intracellulaire peut-être sur l'hématopoïèse. Donc tout ceci a démontré, en plus des effets secondaires classiques que vous connaissez, la surcharge cardiovasculaire, l'induction des stress oxydatifs et de la surcharge martiale. Alors, donc les agents stimulants l'érythropoïèse, donc vous en avez différentes formes, des biosimilaires et des non biosimilaires, et les plus classiques dont l'érythropoïétine alpha ou bêta ou la derbopoïétine. Alors là, je vous ai mis les dosages classiques pour l'érythropoïétine alpha ou bêta entre 30 000 à même jusqu'à 80 000 par semaine, derbopoïétine entre 150 et 300 microgrammes par semaine ou 500 microgrammes toutes les 2 semaines. Alors, l'AMM, elle découle de ces 2 études de phase 3 randomisées qui ont randomisé érythropoïétine alpha ou derbopoïétine versus placebo, avec un taux de réponse érythroïde globalement aux alentours de 40% pour l'érythropoïétine alpha, un peu plus faible sur la derbopoïétine, on pourra y revenir si vous voulez. Mais en tout cas, globalement, quand même, différence statistiquement significative versus placebo, avec une indépendance transfusionnelle qui diminue dans le bras agent stimulant l'érythropoïèse. Donc, globalement, ces résultats positifs ont mené à l'AMM de l'érythropoïétine alpha dans les myodysplasies de bas risque avec anémie à moins de 10 grammes et au dosage suivant. Donc là, je vous rappelle les dosages, 40 000 à 80 000, 30 000 à 60 000 ou 150-500 microgrammes toutes les 2 semaines. Et globalement, quelle érythropoïétine utiliser? Alors,
l'érythropoïétine qui est à l'AMM, c'est l'érythropoïétine alpha. Mais globalement, ensuite, quand on fait les méta-analyses sur les différentes sortes d'érythropoïétine, vous voyez dans cette étude assez ancienne que sur quand même 22 études méta-analysées, il n'y a pas de différence significative entre l'érythropoïétine alpha et la drabopoïétine, avec un taux de réponse érythroïde en général aux alentours de 60%. Mais ce qui change, c'est le dosage d'érythropoïétine. Vous voyez que quand vous êtes plutôt en haute dose, entre 60 000 et 80 000, on peut obtenir quasiment jusqu'à 60-70% de réponse, alors que quand on est à 30 000, 40 000, on est aux alentours de 50% de réponse. Donc, plus que la forme de PO, c'est plutôt le dosage de PO qui est important. Et globalement, quand vous voyez les critères de réponse, on évalue la réponse en général selon les critères anciens, c'était à la semaine 12, donc au bout de 3 mois. Et là, vous voyez les critères révisés de l'IWG 2018 qui évaluent plutôt à 16 semaines, avec un 16 à 24 semaines. En fait, la durée d'évaluation de la réponse s'est allongée parce qu'en fait, en termes de transfusion, lorsque vous regardez le rythme transfusionnel, il est plus facile de voir la transfusion dépendance sur une période plus longue chez les patients que sur 3 mois simples. Donc, globalement, vous voyez les critères de réponse en fonction de la transfusion dépendance. Les patients qui sont non transfusion dépendants, la réponse est définie par une augmentation de l'hémoglobine à plus de 1,5 g par décilitre. Les patients, on va dire modérément transfusion dépendants, entre 3 et 7 kg toutes les 16 semaines, globalement, la réponse se manifeste par justement la disparition de ces transfusions sur les 16 à 24 semaines. Et les patients lourdement transfusés, on distingue entre une réponse majeure, une réponse mineure. Réponse majeure, on a une disparition de cette transfusion dépendance, et réponse mineure, on a une diminution d'à peu près 50% de la transfusion dépendance. Alors, ces critères, donc, vous voyez qu'ils s'évaluent à la semaine 16 à 24. Et puis, il est important d'évaluer les patients qui vont répondre à l'EPO, comme je vais vous montrer ultérieurement pourquoi. Donc, de façon très ancienne, il y a toujours le taux d'érythropoïétine endogène et la transfusion dépendance qui ont impacté sur le taux de réponse aux agents stimulants d'érythropoïèse. Ça veut dire que si on a un taux d'érythropoïétine endogène qui est élevé à plus de 500 ou une transfusion dépendance à plus de 2 unités par mois, on va très peu répondre aux agents stimulants d'érythropoïèse. Et a priori, il est quasiment inutile de proposer ces agents stimulant l'érythropoïèse à ces patients-là. Par contre, ceux qui ont un taux d'érythropoïétine un peu plus bas, entre 100 et 100 à 500, et puis qui ne sont pas transfusion dépendants, là, il est licite de leur proposer les agents stimulants l'érythropoïèse. Alors, en fait, la réponse aux agents stimulants l'érythropoïèse va jouer sur la survie et aussi surtout sur l'incidence en transformation LAM. Vous voyez sur les courbes de droite que quand on est en échec précoce de réponse aux agents stimulants l'érythropoïèse, on va avoir une incidence en LAM plus élevée, quasiment aux alentours de 20% versus 8% quand on est en échec tardif. Et puis en termes de survie globale, mais ça retentit également. On a une meilleure survie globale lorsqu'on est en réponse, ça veut dire si on perd la réponse aux agents stimulants d'érythropoïèse plus tardivement que si on la perd précocement. Donc en fait, vous avez des critères qui peuvent vous prédire un petit peu cette évolution-là. Vous avez l'IPSSR, les taux d'érythropoïétine endogène, le taux de ferritine, la charge mutationnelle et pour les centres qui sont un peu spécialisés dans la myodysplasie, la cytométrie de flux. L'IPSSR, donc tout le monde peut l'évaluer, c'est assez simple. Donc l'IPSSR ainsi que le taux d'érythropoïétine endogène et le taux de ferritine. Plus vous avez un taux d'érythropoïétine endogène élevé, un taux de ferritine élevé et un IPSSR élevé, ben vous allez moins bien répondre à l'érythropoïétine. Vous répondez que dans 20% ou 40% des cas versus 60 à 80% des cas. Alors, ça n'empêche pas d'introduire l'érythropoïétine chez ces patients-là, puisque de toute façon, on ne dispose que de cette molécule en première ligne chez les patients anémiques à l'heure actuelle, mais ça vous donne une idée de combien de temps ces patients vont répondre et puis ceux qui vont être réfractaires. La charge mutationnelle également intervient. Plus on a un nombre de mutations élevé, moins on va répondre.
Et là, c'est tout juste sur le plan un peu conceptuel, hein, mais globalement, on ne l'utilise pas trop en pratique courante. C'est la cytométrie de flux qui évalue la dysérythropoïèse. Alors, vous pouvez évaluer la dysmyélopoïèse ou sur les marqueurs, c'est 34, 56, les marqueurs aberrants sur les cellules souches, c'est 34+. Mais vous pouvez évaluer également la dysérythropoïèse sur l'élargissement du coefficient de variation des marqueurs érythroïdes que sont le CD71 et le CD36. Et plus ce coefficient de variation est large, plus cela reflète la dysérythropoïèse. Et effectivement, quand on a un RED score de cytométrie de flux élevé, moins on va répondre aux agents stimulant l'érythropoïèse. Voilà. Alors, les bénéfices des agents stimulants à l'érythropoïèse, évidemment, donc, on va avoir une amélioration sur la qualité de vie, aussi bien évaluée par le FACTAN que la fatigue, que des tests fonctionnels de marche. Et en termes de survie, même si vous voyez des courbes donc, qui ne sont pas véritablement sur des essais randomisés, mais globalement, on a une impression que les patients qui répondent ou qui ont été traités par l'EPO et qui répondent à l'EPO ont une meilleure survie que les patients non traités par l'EPO. Alors, après, une fois que les patients répondent, en général, la durée médiane de réponse est aux environs de 2 ans. Quand les patients vont échapper après aux agents stimulant l'érythropoïèse, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Donc, globalement, vous avez la proportion là ici relative des différentes sous-populations. Il y a à peu près un tiers qui vont rechuter, un gros tiers qui vont être résistants primaires, hein, aux alentours de 40%. Et puis, il y a seul à peu près un tiers qui vont avoir une réponse persistante avec un recul là dans cette étude, c'était 5 ans. Donc, globalement, vous avez 60% de réponses et puis des patients qui vont rechuter. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors, le lénanomide, je vous rebrosse très rapidement l'historique. Donc, vous savez qu'il a été évalué dans un premier temps dans les syndromes 5Q-, avec une réponse efficace sur la transfusion indépendance et également sur le clone 5Q-, avec des réponses cytogénétiques, donc quasiment 67% de transfusion indépendance pour le lénanomide. Donc c'est pour ça que cette molécule a eu l'autorisation de la FDA et puis l'AMM de la FDA assez précocement dans les syndromes 5Q-. Puis ensuite, après, on l'a évalué dans les myodysplasies de bas risque non DL5Q, avec, vous voyez ici, les taux de transfusion indépendance avoisinant les 30% pour la phase 3, MDS 005, et avec transfusion indépendance et réponse érythroïde avoisinant quasiment les 60% dans l'essai du GFM, l'ENEPO versus l'énanomide. Cet essai a été confirmé également par l'essai mené par l'intergroupe américain avec des taux de réponse similaires. Alors malheureusement, malgré ces résultats positifs, notamment avec l'association LEN-EPO, on n'a pas l'AMM dans les myodysplasies de bas risque réfractaires aux ASE. Mais éventuellement, vous avez pu en entendre discuter au cours des RCP. Pour certains patients réfractaires aux ASE, vous pouvez proposer l'énanomide à 10 mg par jour, plus agent stimulant l'érythropoïèse, puisqu'il y a une synergie. Et puis, en ayant pour objectif d'avoir une réponse à peu près dans 40% des cas. Alors, globalement, après, pour gérer, on va dire, un petit peu les cytopénies induites par les lénanomides, alors soit vous le proposez à des patients pas trop cytopéniques sur les autres lignées, ou sinon, vous pouvez gérer avec du GCSF à petite dose en continu pour maintenir un chiffre de neutrophile supérieur à 1. Globalement, la réponse au lénanomide serait supérieure s'il n'y a pas d'utilisation d'agents hypométhylants auparavant. Alors là, c'était tout juste pour vous montrer que globalement, même si on propose l'énanomide ou agent hypométhylant post-ESA, ça ne va pas impacter la survie globale. Je ne vous parle pas trop, je crois ici, des agents hypométhylants en deuxième ligne, puisque bien qu'on ait mené un essai au sein du GFM associant agent hypométhylant plus EPO versus HMA, en fait, on n'a pas l'AMM dans les myodysplasies de bas risque, donc je saute directement sur le luspatercept. Alors, le luspatercept, donc vous voyez un petit peu le concept et les modalités d'action. Hein. Donc, c'est un agent trap-ligand qui va trapper, on va dire, ligand GDF
qui va agir sur l'érythropoïèse terminale. Donc, on va lever, on va dire, l'inhibition de l'érythropoïèse terminale, alors que l'érythropoïétine agit plutôt sur l'érythropoïèse précoce. Alors, donc, il y a différents essais phase 2 et phase 3 qui ont été menés au sein des myélodysplasies et dans les bêta-thalassémies. Et dans la phase 2, donc c'est tout juste pour vous rappeler les modalités d'administration du luspatercept, c'est toutes les 3 semaines et en sous-cutané. Et globalement, initialement en phase 2, cette molécule a été proposée dans les myélodysplasies de bas risque tout venant, ça veut dire aussi bien sidéroblastique que non sidéroblastique. Et on a observé donc un taux de réponse érythroïde à 63% et de transfusion indépendance aux alentours de 38% dans toutes les MDS de bas risque. Par contre, lorsqu'on enlevait les patients qui n'avaient pas d'excès de sidéroblastes, le taux des réponses érythroïdes a été un peu plus bas. Ceci a mené au rationnel de mener une phase 3 dans les myélodysplasies avec excès de sidéroblastes en couronne, donc soit plus de 15% de sidéroblastes en couronne ou ayant une mutation de SF3B1, avec une randomisation du luspatercept versus placebo, luspatercept 1 mg/kg toutes les 3 semaines, et avec une dose maximale de 1,75 mg/kg. Et globalement, on a un taux de réponse de transfusion indépendance de à peu près 40 à 50%, globalement, avec un taux d'indépendance transfusionnelle qui est plus élevé chez les patients peu transfusés par rapport aux patients lourdement transfusés. Donc globalement, cette molécule est également bien tolérée, quasiment pas d'effets secondaires, pas cytopéniants et donc bon profil de sécurité. Donc cette molécule a été approuvée aussi bien aux États-Unis qu'en Europe pour les myélodysplasies avec excès de sidéroblastes en couronne. Donc c'est une molécule qui peut s'administrer en ville, que vous pouvez prescrire donc avec une ordonnance classique, avec quand même des petites astuces sur la reconstitution du produit avec de l'OPPI, mais globalement, donc le dosage oscille entre 1 et 1,75 mg/kg et on a plutôt des résultats satisfaisants chez les patients on va dire, non lourdement transfusés. Alors là, c'est tout juste pour vous montrer l'étude qui est en cours et pour avancer dans les lignes, hein. Donc là, cette molécule, le luspatercept, est proposée en première ligne dans les myélodysplasies de bas risque, donc luspatercept versus érythropoïétine, ou en première ligne sans avoir des patients qui n'ont pas reçu de l'érythropoïétine auparavant. Apparemment, d'après les premiers résultats préliminaires, donc les résultats sont plutôt favorables en faveur du luspatercept en première ligne, notamment dans les myélodysplasies avec excès de sidéroblastes en couronne. Alors, qui dit transfusion dit surcharge en fer, donc ne pas oublier la chélation. Je ne vous refais pas tout l'historique de l'avantage de la chélation au niveau de la surcharge en fer, hein, donc avec une diminution du taux de ferritine et puis une amélioration éventuellement sur les critères d'évaluation IRM cardiaque et IRM hépatique. Mais globalement, cette dernière étude met en évidence un avantage en termes de diminution d'événements cardiaques et hépatiques en rapport avec la surcharge martiale en présence de déferazirox versus placebo. C'est quasiment la seule étude de façon prospective qui montre cet avantage-là, puisque toutes les études, qu'elles soient rétrospectives ou observationnelles, sont en faveur évidemment du bras déferazirox, mais il y a des biais de sélection, puisque comme vous savez, le déferazirox était mal toléré initialement, avec les problèmes d'insuffisance rénale, il faut avoir une bonne vue, une bonne audition, etc. Donc, on sélectionne forcément des patients qui vont un peu mieux. Mais là, c'était la seule étude randomisée et prospective qui a montré un avantage on va dire, du déferazirox sur les événements cardiaques et hépatiques. Alors, si on revient sur les possibilités donc, de traitement post-échec de PO, donc vous avez le luspatercept, vous avez éventuellement le lénomide que vous pouvez discuter en RCP, et quid de l'allogreffe. Alors, vous avez dû entendre parler de l'allogreffe dans les SMD, on va dire de bas risque, mais qui ne sont pas si bas risque que cela. Alors, soit qui sont RIPSS intermédiaires ou élevés, soit qui sont en échec justement de traitement type EPO ou lénalénomide ou autre.
et qui ont peut-être éventuellement reçu des agents hypométhylants, ou qui ont une charge mutationnelle tellement importante ou une mutation de TP53 que justement ils sont plus si bas risque que cela. Les MDS therapy related, ceux qui ont de la myofibrose et ceux qui ont d'autres cytopénies. Donc globalement, c'est vraiment une discussion et balance bénéfice-risque de l'allogreffe chez ces patients-là. Et donc, globalement, vous voyez les taux de survie et de PFS d'une série de l'EBMT sur 246 patients dans les MDS low ou intermédiaire 1. Et globalement, bon, vous avez à peu près 50-60% de survie globale à 3 ans. Et vous connaissez cet essai MDS à low risque mené par le GFM et la SFGMTC qui visait à évaluer l'intérêt de l'allogreffe chez les patients myélodysplasiques, on va dire intermédiaires, et donc correspondant aux critères que je vous ai évoqués, donc résistant aux premières lignes ou cytopéniques sur d'autres lignées. Et globalement, il n'y avait pas de différence selon que le patient soit randomisé avec donneur ou non donneur. Et je crois que les analyses sont toujours en cours, mais peut-être que Lionel a plus de data à ce niveau-là. Alors, les autres pistes, donc il y a des essais qui sont en cours pour les myélodysplasies de bas risque. Alors, soit vous pouvez jouer sur le métabolisme du fer qui est un petit peu perturbé justement dans la myélodysplasie de bas risque. Là, on va jouer plus sur l'aspect stress oxydatif des espèces réactives à l'oxygène liées à la surcharge en fer intrinsèque et aux myélodysplasies, donc le déferzirox faible dose. Ensuite, vous avez les essais anti-IDH1 et IDH2. Donc, si vous avez un patient qui est réfractaire à l'EPO, vous pouvez le re-screener en moléculaire et s'il est muté IDH1 et IDH2, les inclure dans ces protocoles-là. Avec les essais qui ont été présentés déjà à l'âge et qui montrent à peu près des taux de réponse globaux de 50%. Vous avez un inhibiteur de télomérase, l'imetelstat, qui est en phase 2 et dont l'essai phase 3 est en cours et puis qui donne déjà 40% de transfusion indépendance. Donc, il s'administre en intraveineux tous les mois avec quand même des effets cytopéniants, mais qui semblent réversibles. Et enfin, le roxadustat, qui est un stabilisateur de HIF, donc hypoxia inducible factor, et puis qui va jouer plus sur l'érythropoïétine et puis sur le taux de PO et sur l'hepsidine, donc sur le métabolisme du fer, et qui semble donner également des résultats intéressants, une transfusion d'indépendance à 40%, et dont l'essai en phase 3 est en cours. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même une diversification des propositions après échec de PO en cours d'essai. Alors, je vais passer rapidement sur la thrombopénie, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins de patients que l'anémie, mais quand les patients sont thrombopéniques et bien sévères, on est bien ennuyé dans la vie courante. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'L-Thrombopac qui s'administre Peros et le Romiplustim en sous-cutané. Alors, je vous parle vite des essais, mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'AMM sur ces molécules-là. Mais clairement, les essais, ils sont plutôt quand même favorables, puisque L-Thrombopag versus placebo diminuer on va dire, les besoins en plaquettes et les saignements, clairement. Donc, on a 47% de réponse avec l'L-Thrombopag versus 3% en placebo, avec une diminution des saignements, et puis pas plus de progression LAM que le placebo. Pour le Romiplastim, donc il s'administre en sous-cutané. Alors, vous voyez que c'est de fortes doses de Romiplastim, quasiment 750 microgrammes par semaine, donc différent des doses de PTI. Mais globalement, donc pareil, on est à peu près à une diminution de 40% du risque on va dire, des besoins transfusionnels en plaquettes et des saignements. Mais le gros souci, on va dire, qu'il y a eu avec cette molécule, c'est qu'il y avait peut-être, on va dire, une alerte sur une augmentation de blast, du pourcentage de blast, et donc de transformation en LAM. Mais avec le recul, globalement, il n'y a pas plus de transformation LAM avec le Romiplastim que le placebo. Mais malheureusement, donc, il n'y a pas donc, le Romiplastim, il y a un essai européen qui s'est terminé, puis qui confirme ces résultats. On a 47% de réponse plaquettaire
Et avec une petite information, les patients mutés SRSF2 seraient plus fréquemment répondeurs. Mais malheureusement, on n'a pas l'AMM sur ces deux molécules-là. Éventuellement, le romiplastim, on peut en avoir accès en accès précoce, je crois, ou compassionnel. Voilà. Donc, globalement, pour récapituler, un organigramme qu'on peut discuter, mais que là, je vous propose à la lueur de ce cours et de ces diapos. Donc, globalement, quand vous avez une MDS de bas risque, alors, je ne sais pas si le taux d'érythropoïétine est forcément dosé partout, hein, mais globalement, si vous avez un patient qui est non-transfusion dépendant, naïf, où il a de fortes chances de répondre à l'EPO, vous lui proposez les ESA en première ligne, plutôt à forte dose pour obtenir justement votre réponse érythroïde dès les premiers mois, parce que sinon après, on court derrière, il faut les rattraper, et vous voyez qu'en termes d'incidence de LAM et puis de survie globale, finalement, on est moins bon. Si on est DEL5Q, donc plutôt ESA en première ligne, on a quand même 50% de réponse. Et puis après, si les patients échappent, l'énalimide. Après, en deuxième ligne, après ESA, donc si on est MDS avec excès sideroblaste en couronne, luspatercept. Et puis éventuellement, laine plus ou moins épo s'il ne rentre pas dedans. Sachant que là, il y a plein d'essais en cours avec le luspatercept, justement dans les sideroblastes en couronne ou dans les non-sideroblastes en couronne, l'essai Combola. Donc, vous pouvez inclure dans les essais. Sinon, il y a aussi les patients, donc en fonction de leur âge. Si on a un patient jeune, peut-être les screener en NGS et puis voir s'ils ont des facteurs de mauvais risque qui les pousseraient, on va dire, vers l'allogreffe. Et puis s'ils sont âgés, l'ENEPO et tous les essais dont je vous ai parlé, Metelstat, Roxadustat ou les thérapies ciblées anti-IDH1, IDH2. Voilà, donc j'espère que je suis dans les temps. Voici la conclusion. Hein. Donc, EPO, AMM dans les MDS de bas risque, luspatercept dans les MDS avec excès de sideroblaste en couronne, allogreffe chez certains patients, bien surveiller les patients qui sont réfractaires aux ESA parce qu'ils sont de plus mauvais pronostics, et les TPO peptidomimétiques dans des cas vraiment de patients très thrombopéniques et qui saignent et qui n'ont pas d'excès de blast, éventuellement y avoir accès en accès précoce. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps et s'il y a des questions. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous avez des questions?